Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 4, épisode 5. La pertinence de l'évaluation en thérapie avec le cheval, par Lina Rossetti. Bonjour à tous. Donc nous allons poursuivre dans l'évaluation. Ça a été mon sujet de mémoire. J'ai suivi une formation à la FENTAC pendant 3 ans. Et donc, c'était le sujet de mon mémoire de fin d'études. Et c'est pour ça que je voulais évoquer ce problème-là avec vous. Et surtout, le but de cette réunion d'aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec la salle sur ce souci-là bien particulier. Donc, je vais me présenter rapidement, présenter mon parcours, comment j'en suis venue à la problématique de l'évaluation et finir avec vous donc par un échange. Donc mon parcours professionnel, donc je suis infirmière depuis 28 ans. Parallèlement à ça, je suis aussi cavalière comme beaucoup d'entre vous. Et donc je me suis proposée comme bénévole dans des structures, des centres équestres qui accueillaient des personnes en situation de handicap. Donc cette approche en tant que soignant et en même temps bénévole m'a vraiment fait réaliser un constat. Au-delà du bienfait que m'apportait le cheval pour moi-même, et ça vous en êtes tous convaincus, l'abord du cheval apportait vraiment une aide à toutes ces personnes en situation de handicap, leur apportait vraiment un bien-être, un réconfort, déjà un cadre naturel particulier qui les sortait de leur institution, et bon, là on peut vraiment ne constater que des effets positifs. J'ai eu donc ce désir de professionnalisation en suivant pendant 3 ans la formation à la FENTAC. Et donc, qui dit formation, on aboutit donc à un sujet de mémoire qu'il faut trouver. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à la problématique de l'évaluation. Donc, j'avais aussi, parallèlement à ce chemin de 3 ans, un projet qui était la création d'une association. Comme l'a dit Eric tout à l'heure, dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est des centres équestres qui veulent bien faire de l'équitation adaptée. Ils le font très bien, c'est pas un souci, mais c'est vrai que moi, étant dans le sud, heureusement que mes formations me ramenaient un petit peu sur Paris et sur différentes régions de France. Et j'ai pu découvrir vraiment ce qu'était l'équithérapie. Et je trouve vraiment que, enfin, là, il y a plein de matériaux qui demandent à émerger. Et c'est à tous de se remonter les manches et d'essayer de créer quelque chose d'un petit peu construit et d'aller de l'avant. Donc en 2015, j'ai créé l'association Le Passage, qui avait pour objet donc la promotion de la thérapie avec le cheval dans les Alpes-Maritimes. J'ai eu aussi 2 rencontres déterminantes. Celle de Rupert Isaacson, qui est très connu, qui a écrit L'Enfant Cheval, qui est un parent d'enfants autistes et qui a eu un parcours particulier. Et la rencontre du docteur Amery, donc, puisque j'ai cherché des études scientifiques françaises sur le sujet particulier de l'évaluation, qui m'a amené aussi au monde de l'autisme. Et j'ai découvert aussi toute la difficulté de ces parents que je côtoie maintenant tous les jours. Vraiment, l'équithérapie pouvait vraiment leur apporter un soutien et vraiment, je le vis vraiment quotidiennement. Donc, cet univers de l'autisme infantile, moi, en tant qu'infirmière psychiatrique, j'ai travaillé longtemps en psychiatrie adulte. L'autisme adulte, c'est différent, mais l'autisme infantile, c'était vraiment très particulier et je me rendais compte qu'il y avait vraiment de grosses passerelles à faire. Et comme vous l'avez dit très justement, la pédopsychiatrie l'utilise complètement. Donc, grâce à ces sensibilités particulières, je me suis formée. Et mon sujet de mémoire, donc, était sur l'évaluation en équithérapie, spécifiquement sur les enfants présentant des troubles du spectre autistique. J'ai cherché des publications. En France, il y en a 4 essentiellement qui ont été vraiment fouillées. Des recherches que le docteur Amery vous présentera cet après-midi, vraiment avec un cahier des charges bien défini et qui peuvent rendre compte vraiment du travail qui est fait sur le terrain. Dans mes différents stages, malheureusement, je me rendais compte que les pratiques n'étaient pas, si ce n'est très rarement évaluées, mais chacun fait un petit peu comme il peut. Et je me suis mise en quête d'une méthodologie. Alors, la problématique de l'évaluation en thérapie avec le cheval. Pourquoi évaluer? Je me suis posé cette question, pourquoi je voulais absolument évaluer. Donc, je pense, mais ça n'engage que moi, mais je pense que mon avis est aussi partagé. Il nous faut un souci de rigueur dans l'exercice d'une pratique.
C'est aussi un atout de reconnaissance, enfin, c'est un atout pour une reconnaissance prochaine, on en a parlé aussi tout à l'heure à différentes reprises, et un besoin de transparence. C'est aussi l'émergence de publications qui seront révélées tout à l'heure par Laurence sur le sujet dans le monde entier. Et c'est un véritable sujet d'actualité qu'il faut vraiment mettre en avant et vraiment s'appuyer sur ces travaux-là pour aller plus loin. Et c'est aussi un choix personnel vis-à-vis des familles que je côtoie, vis-à-vis des professionnels, les hôpitaux de jour avec lesquels je travaille, les IME, et aussi les organismes de tutelle, on en a parlé tout à l'heure. Il est vrai que la MDPH, pour octroyer une PCH pour des enfants autistes, va me réclamer une évaluation, va me réclamer, enfin, il y aura un cahier des charges. Donc, j'essaye à ma manière, je débute, ça fait 2 à 3 mois que j'ai commencé mon activité sur le terrain. Je veux, moi, pouvoir leur montrer quelque chose. Alors, comment évaluer? Donc, il existe donc dans les études scientifiques des protocoles reconnus et validés, mais c'est très, très lourd à mettre en place sur le terrain, parce qu'il faut quand même rester très pragmatique. Il faut un besoin personnel, c'est très chronophage, il faut reprendre toutes nos notes, il faut, enfin j'en parlais tout à l'heure avec un équithérapeute, ça prend énormément de temps, ça nous demande de nous déplacer avec les équipes, enfin voilà, si on veut faire du bon travail, c'est très dur. Donc une étude vraiment scientifique, c'est très lourd, Laurence nous en parlera cet après-midi. Donc chacun fait un peu comme il peut, chacun a sa grille. Donc la démarche que j'ai choisie, elle est toute personnelle. Je reconnais que j'ai très peu de pratique pour l'instant, si ce n'est ces 3 mois de recul. Et j'ai essayé de faire avec les outils que j'ai trouvés. Alors, ma méthodologie pour l'instant. Alors, sur le terrain, comment je fais? Les différentes phases de travail que je tente de mettre en place, j'essaye déjà, donc avec les familles qui s'adressent à moi, de leur présenter un questionnaire préalable qui me permet déjà de connaître leurs attentes, les difficultés des enfants, le suivi des enfants, quels sont les différents professionnels avec lesquels je pourrais échanger. Je leur propose, à partir de ce questionnaire, une séance découverte qui est offerte à l'enfant, ce qui me permet de connaître les familles. Généralement, j'aime bien rencontrer et le papa et la maman, la famille au plus large. S'il y a des frères et sœurs aussi, c'est très important. Je trouve que c'est très important de les inclure. Les frères et sœurs, toute la fratrie est souvent mise de côté, souffre énormément du handicap vécu par la famille. Donc ça aussi, c'est important, d'où l'intérêt du questionnaire préalable. La séance découverte, qui est une rencontre humaine. Une évaluation donc initiale des objectifs. Donc ça, je vous montrerai un petit graphe que j'ai fait après. J'essaye, à partir de cette séance découverte, de dégager, à partir de ces 5 grands domaines que vous avez présents, les points vraiment importants qui vont être par rapport à chaque enfant est différent, chaque cas est unique. Et donc, il y a des enfants qui auront plus de problèmes psychomoteurs ou plus de problèmes cognitifs. Bon, au niveau relationnel, communication, c'est quasiment constant. On pourra faire plus un travail sensoriel pour certains enfants parce qu'on aura de meilleures réponses en développant plutôt ça. Et enfin, un travail sur le psycho-affectif et la gestion des émotions. Donc, à partir de ce schéma-là et de ma séance découverte, ça me permet de me fixer des objectifs que je vais présenter aux parents, que je leur envoie par mail, ce que j'appelle le projet de prise en charge individualisé, où j'aurai vraiment ciblé un petit peu la spécificité de l'enfant. Ce que je ne vais pas tarder à faire, là, c'est un bilan trimestriel d'évaluation en me servant d'une grille que je vais vous présenter. Et bien évidemment, en fonction de ce résultat, je ferai mes réajustements. Donc là, on retrouve ça dans la démarche infirmière, typique. Quand vous êtes infirmière, on vous demande de proposer des soins et d'évaluer les résultats que vous avez obtenus. Les objectifs généraux que l'on peut observer et proposer en thérapie avec le cheval pour les personnes avec autisme. Donc c'est évidemment l'aide à la communication et à la relation sociale. On ne reparlera pas ici du rôle du cheval, bien évidemment. L'adaptation au changement, très important. Travail en vue d'une meilleure adaptation sociale. Travail attentionnel. Ces enfants ont une très très grosse difficulté à se concentrer, à rester concentrés même sur un acte tout simple. Donc là, le cheval est vraiment formidable. Donc travail attentionnel, préparation de l'animal, atelier d'adresse et de coordination, ça marche très très bien. Régulation de l'activité psychomotrice, prise de conscience de son propre corps, voilà, c'est un contact direct avec l'animal, le plus possible j'essaye de ne pas mettre de sel, donc ça dépend si l'enfant ne bouge pas trop bien évidemment.
on reste toujours dans le cadre de la sécurité. La gestion des émotions, l'éveil cognitif et le travail d'apprentissage. Alors les moyens utilisés, c'est le cheval, un cadre calme et naturel et sécurisant. Le matériel, c'est le matériel de base qu'on peut utiliser. J'essaye de structurer mes séances, c'est-à-dire que l'enfant retrouve toujours le même cadre et toujours le même déroulement dans le temps, hein, avec comme un rituel. De toute façon, ils en ont souvent besoin. Et j'aimerais bien aussi travailler en musique, mais pour l'instant, matériellement, c'est pas possible, mais ça va venir. Alors, cette grille que je me suis un petit peu fabriquée moi-même, elle est tout à fait perfectible et c'est justement pour ça, si vous avez des idées, si vous êtes allé plus loin que moi, j'aimerais bien échanger après la conférence sur ce sujet-là. Donc moi, je balbutie, je démarre. Donc j'essaye de remarquer surtout pendant mes séances la communication visuelle, comment elle est. Donc j'ai essayé de faire une grille, j'ai mis, on va dire c'est arbitraire mais plus ou moins, une espèce de score qui me permet de mettre des croix là où je peux évaluer un petit peu au niveau communication visuelle, au niveau du contact à l'animal, la communication verbale, l'imitation, concentration, attention, et évidemment les émotions. Donc à partir de ces scores-là, je les reporte sur un tableau. Et j'ai un ami qui m'a fait un système Excel. Donc vous rentrez directement vos valeurs ici et vous obtenez un graphe. Bon là il est plat bien évidemment puisque c'est pas en dynamique. Mais en fonction des valeurs que vous rentrez, vous avez et vous pouvez évaluer dans le temps la progression de votre enfant. Si au niveau de l'imitation, il n'arrive toujours pas à suivre les gestes que vous lui demandez, vous verrez qu'il ne progressera pas dans ce moment-là, dans cette catégorie bien particulière. Voilà, j'essaie de ne pas être trop longue, on est dans les temps, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc je ne suis qu'au début de ma pratique et je manque de recul, ça c'est évident. Donc d'où l'intérêt d'être présente ici parmi vous et d'échanger avec vous. Je recherche donc une coopération et un maillage avec mes pairs. Et j'espère, grâce à des personnes comme le docteur Amery, comme à Nicolas Aymon et à vous tous, suivre l'actualité de la recherche en la matière. Donc il existe le centre Temple Grandin au Colorado qui fait de la recherche, vraiment de la recherche sur cette thématique-là. Donc je vais essayer, bien que je ne maîtrise pas complètement l'anglais, de suivre leurs avancées. Il y a aussi le programme ETI en 2018 qui aura lieu à Dublin, auquel j'espère assister, parce que je pense que vraiment c'est ce qui nous porte vers l'avant. Et nous, en France, on a la chance d'avoir le colloque de l'IFEC. Et je remercie encore Nicolas Aymon de nous avoir tous reçus, réunis, et justement que nous puissions échanger maintenant. Je vous remercie.